Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui nous concerne absolument tous, le plastique. Mais on va aller plus loin. On va découvrir comment les pros, ceux qui s'occupent de recyclage, font pour identifier les différents types de plastique. On va voir, c'est une sorte d'enquête scientifique, c'est fascinant. Allez, c'est parti, on plonge. Alors, pour commencer, un chiffre, un seul. 25 millions. C'est tout simplement le nombre de bouteilles en plastique qu'on utilise, attention, chaque jour. Et ça, c'est juste en France. Franchement, il faut essayer de visualiser cette montagne de plastique, c'est absolument vertigineux. Du coup, la question qu'on doit se poser est assez simple, non? Une fois qu'on a acheté toutes ces bouteilles, elles vont où? Qu'est-ce qu'elles deviennent? C'est là, précisément, que commence le vrai casse-tête du recyclage. Ok, alors, pour bien saisir l'ampleur du défi, il faut prendre un peu de recul. Faisons un petit voyage dans le temps pour voir comment le plastique est devenu, omniprésent dans nos vies. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. On voit que le tout premier plastique artificiel, ça remonte à 1862. Mais le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, avec l'explosion de la pétrochimie, là, tout s'accélère à une vitesse folle. Et en à peine quelques décennies, ces nouveaux matériaux ont littéralement colonisé notre quotidien. Et c'est ça le grand paradoxe. On est devenu complètement dépendant de ces matériaux super pratiques. Sauf que leur durée de vie est un problème monumental. 100 à 1000 ans pour se dégrader. 1000 ans! C'est une pollution qui est là pour durer très très longtemps. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, il est temps de mettre la blouse de chimiste. On va plonger un peu dans la science pour comprendre pourquoi il n'y a pas un plastique, mais des plastiques, et pourquoi c'est un tel bazar à trier. Ok, alors à la base de n'importe quel objet en plastique, il y a une structure qu'on appelle un polymère. Pour faire simple, imaginez un très très long train de marchandises. Ce train, c'est notre polymère. Et chaque wagon, qui est identique et qui se répète, c'est ce qu'on appelle un monomère. Et comment on fabrique ce train? Eh bien, le processus est assez génial. On prend ces wagons individuels, les monomères, et grâce à une réaction chimique qu'on appelle la polymérisation, on les accroche les uns aux autres. Et hop, on obtient cette longue chaîne hyper stable, le polymère. Le truc, c'est que des trains de polymère, il n'y en a pas qu'un seul type. Loin de là. Il existe 7 grandes familles de plastique qu'on croise tous les jours. Ça va du PET de nos bouteilles d'eau au PVC de nos tuyaux, et chacun a sa propre recette, sa propre composition chimique. Et c'est justement cette diversité qui va nous compliquer la vie pour le recyclage. Et voilà, on arrive pile au cœur du problème. Une fois que tous ces plastiques différents sont mélangés dans nos poubelles, comment les centres de tri font pour s'y retrouver dans ce méli-mélo? Parce que, et ça, c'est le point crucial, on ne peut absolument pas les recycler tous ensemble. Si on mélange du PET avec du PVC par exemple, c'est la catastrophe. Ça contamine tout le lot et le plastique recyclé qu'on obtient est, à jeter. Le tri n'est donc pas une option, c'est une obligation. Alors, la grande question c'est comment on fait pour les différencier? Comment on les reconnaît? C'est là que notre travail de détective commence vraiment. Allez, on enfile notre casquette d'enquêteur. Comment font ces experts pour décrypter le code secret de chaque plastique? On va découvrir ensemble la série de tests, parfois tout simples, qu'ils utilisent pour mener l'enquête. Et ce qui est fou, c'est que pour résoudre cette énigme, pas besoin d'un labo high-tech. Non, une série de tests physiques et chimiques assez simples suffisent pour remonter la piste. Ce qu'on voit ici, c'est en quelque sorte notre plan d'action, notre feuille de route pour l'enquête. Premier indice, et le plus facile de tous, le test de densité. C'est simple comme bonjour. On prend un morceau de plastique et on le met dans l'eau. S'il flotte, alors on a de grandes chances d'avoir affaire à du polyéthylène ou du polypropylène. S'il coule, on sait que c'est autre chose. C'est tout bête, mais ça permet déjà d'éliminer pas mal de suspects. On passe maintenant à un test un peu plus technique, on va dire. Le test de Beilstein. Et là, attention, on ne rigole plus. On va manipuler du feu, des produits chimiques. Donc la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Les pictogrammes le rappellent bien. Inflammable et corrosif. Alors comment ça marche? C'est assez malin. On prend un fil de cuivre, on le chauffe bien, on le frotte sur notre échantillon de plastique pour en prélever un tout petit peu, et ensuite on le remet dans la flamme. La question c'est, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est le moment de vérité. Si la flamme vire au vert, un vert bien vif, le test est positif. C'est la révélation. Cette couleur, c'est la signature chimique du chlore. Et le seul plastique de grande consommation qui contient du chlore, c'est le PVC. Affaire classée. Le suspect est identifié sans aucun doute. Ce tableau, c'est un peu le résumé de notre affaire. Il montre comment, en combinant les indices, on résout le puzzle. Par exemple, si notre plastique a coulé au test de densité, on peut tenter le test au solvant avec de l'acétone. S'il fond, s'il se dissout, bingo, c'est du polystyrène. Pour d'autres, comme le polyamide, le fameux nylon, on peut chauffer un échantillon et tester le pH des vapeurs qui s'en dégagent. Si c'est basique, on a notre coupable. Bref, en croisant les résultats de ces tests, on peut cocher les cases une par une et identifier à coup sûr chaque famille de plastique.
Bon, on sait maintenant comment identifier les plastiques. Mais alors, quel avenir pour ces matériaux? La recherche, évidemment, ne s'arrête pas au recyclage. Des scientifiques explorent des pistes alternatives, notamment les bioplastiques. L'idée, c'est de les fabriquer non plus à partir de pétrole, mais de ressources renouvelables. Ça peut être la casine du lait, des déchets végétaux. C'est une piste vraiment prometteuse pour le futur. Finalement, comprendre la chimie du plastique, c'est crucial. C'est la première étape. Mais la vraie question, la question de fond, elle est peut-être ailleurs. Maintenant qu'on sait lire le plastique, qu'on sait le décoder, est-ce qu'on sera capable de changer notre relation à ce matériau? De repenser la façon dont on le produit, dont on l'utilise, et surtout dont on le gère en fin de vie pour construire un avenir un peu plus durable? C'est la grande question qui reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette explication.